DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Ce qu'il a vécu vendredi soir lors de Standard La Gantoise était plus formidable que formidable. Salut Vincent Bloire. Joli, bonjour tout le monde. Il a été à deux doigts de chanter à Besnik Asie, intensité outée. Salut Romain van der Pleun. Salut. Il l'a vu à Louvain, on ne danse plus au rythme les lendemains européens de l'Union. Salut Stéphane. Salut et chaque lundi dans ces éditos, on se demande de qui ça va être la fête. Salut Christophe Rouquel. Salut Jonathan. Voilà, vous le savez dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. Merci. L'important, c'est les 3 points. C'était peut-être la plus belle chose qu'on a vécue ce week-end du côté d'Anderlecht, le spectacle d'avant-match orchestré par Stromae de main de maître. Alors Romain, et c'est vrai que la situation est bouillante en ce lundi matin, pour être très honnête avec vous, il est 10h41 et 23 secondes à l'instant où je vous parle, et on se pose cette question, Besnik Asie est-il toujours l'entraîneur qu'il faut à Anderlecht ? Réponse tout à l'heure. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais pour le moment, oui, c'est tendu en tout cas pour le coach aujourd'hui. Les résultats sont vraiment pas bons. Le match de dimanche soir était catastrophique. Comme on l'a titré, c'était tout sauf formidable à Anderlecht. Et c'est littéralement ça. Donc oui, le coach est remis en question. Est-ce qu'ils vont continuer avec lui ou non ? Pour le moment, c'est encore une interrogation. Si je parle purement personnellement, mais j'ai pas les compétences des dirigeants d'Anderlecht pour juger l'entraîneur, je ne le vois pas au quotidien, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui le problème, et je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais j'ai pas l'impression que le problème numéro 1 c'est Besnik Asie. 5 points pris sur 18 en championnat, la série est catastrophique. Charleroi est 7e à 6 points, Bruges le 3e est à 8 longueurs. Christophe, c'est vrai que c'est très compliqué d'un point de vue chiffré. Ouais, comptable, mais je trouve qu'Asie, il coach Anderlecht comme on coach le Cercle de Bruges ou Malines. C'est-à-dire qu'il compte sur un noyau assez restreint, on en avait parlé la semaine passée. Ses remplaçants, débrouillez-vous. Et donc les remplaçants, quand ils doivent jouer, déjà ils ne sont pas en confiance parce qu'ils ne les complimentent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de deux, il les fait tellement peu jouer que quand il doit, les mecs, ils ont une chance pour se donner, c'est quand même compliqué. Donc il n'a pas, je trouve, cet esprit grand club de se dire, voilà, j'ai 20, 23 joueurs vraiment sur lesquels je dois compter. Oui, mais il n'a pas 23 joueurs sur lesquels il doit compter. Il n'a pas le noyau pour, honnêtement. Il a toujours dit ça avec Illich et Oscan. Ouais. Quand les deux ont joué, on ne s'est pas dit c'est catastrophique. On n'a pas dit que c'était compagnie. Tu mets Illich hier face à Nsimba, il sort enrhumé et il est malade toute la semaine. Hein. Cana est malade aussi. Ouais, Cana, alors que Cana il a quand même joué sur une place qui n'est pas la sienne. C'est une place qui est la sienne. Hein. C'est une place qui est la sienne parce qu'en fait défensivement il est à 3, donc c'est toujours correct. En tout cas, c'est pas lui où on se dit ouais, ça c'est vraiment le problème. Anderlecht n'a pas battu Dender parce que Oscan était nul. Et chaque fois qu'il y a eu des remplaçants, c'est pas des mauvais joueurs, ou alors il faut dire directement à Olivier Renard, écoute, tu es nul par Olivier Renard parce que tous les joueurs que tu m'as amenés sont nuls. Donc non, Asie, pour moi, il gère pas le noyau qu'il a. Il dit vraiment, on a 11-12 bons joueurs et les autres, je dois me débrouiller, sinon ça va être dur de gagner. On sait même pas battre Dender qui est lanterne rouge. Ouais. Moi, je trouve que c'est un manque de profondeur dans le noyau. Il y a un vrai souci. Et je dis pas que Besnik Asie est tout blanc. Ça, je ne le dis pas. Mais il y a un manque de profondeur dans le noyau. Quand tu vois ce qui monte, qu'il a quand même fait tout le premier tour avec un attaquant de 18 ans comme seul attaquant valable. Maintenant, il en a un autre. Bon, ça, on va pas encore juger Sikan maintenant. Verskaren, depuis quand Verskaren n'a plus fait une bonne montée au jeu ? On ne sait pas, il y a son contrat qui joue, etc. Mais sur le banc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Le petit Kanaté, il a 0 expérience, ça fait 1 an qu'il est en Belgique. On voit qu'il tente des trucs, mais c'est tout. C'est une explication qui, dans la durée, ne fonctionne plus. Je voulais bien l'entendre en début de saison. À un moment, on ne peut pas toujours être à cause des absents, des blessés, des gens à la canne. Et là, le temps passe, on est quasi en février et tu vois pas de progression. Et il y a quand même un noyau, moi je suis quand même d'accord avec Christophe, il y a un noyau qui est de 1 meilleur pour faire ça. Comme le dit Christophe, c'est vrai que c'est presque plus important dans certains clubs de gérer les remplaçants, ceux qui ne jouent pas, parce que tu sais que tu auras besoin d'eux à un moment, que de les larguer. Et puis, même s'il y avait eu une belle parenthèse en décembre qui m'avait fait douter et penser que peut-être que la sauce prenait. Novembre, pardon, un petit peu décembre, je crois. J'en reviens, moi, à un point, c'est que je ne vois pas des gens progresser individuellement. Et si vous évoquez les remplaçants, ça je vous entends, mais contre Dender, Romain, ce sont avant tout les titulaires, les dépositaires du jeu d'Anderlecht qui ont failli. Torgan Hazard, Adriano Bertaccini et Nilson Angulo. Ils ont tous mal joué, c'est pour ça que je me demande est-ce que c'est la faute de Besnik Asie ? Si Angulo n'a pas réussi un seul dribble, Besnik Asie, il bosse, et je le sais,
tous les jours à ce que Vincent Angulo ait 3 dribbles, il n'y en a toujours que 1. Est-ce que c'est uniquement de sa faute si Angulo fait toujours la même chose? Je ne suis pas sûr. Hazard, parfois j'ai l'impression que ses équipiers ne comprennent pas, ça c'est peut-être plus problématique. J'ai l'impression que De 4, il est mort. Physiquement, il joue avec son bandage. Là, on en revient au fait peut-être de ne pas faire tourner suffisamment. Je sais, mais il se retrouve avec Alian Sana qui était un super bon joueur, mais Alian Sana, maintenant que tu le mets, c'est un joueur tout à fait normal, moyen. Ouais, moi, je pense que si tout le monde est moyen, c'est un peu de la faute de l'entraîneur. Alors, moi, je ne suis pas c'est toujours facile de tirer à boulet rouge sur l'entraîneur. Il n'est évidemment pas l'unique responsable, mais si je prends mon petit copion, le 1er septembre, on s'était posé la question ici, quel sort Anderlecht va-t-il réserver à Besnicazi? Et le 27 octobre, faut-il s'inquiéter pour Besnicazi? On est presque en février et on se pose toujours la question. Donc c'est quand même très étrange. Mais juste un petit exemple. C'est vrai que c'est un peu un de mes petits chouchous, mais Tristan de Greef, je ne sais plus contre qui, j'arrive pas. Il y a quelques semaines, il a joué un super match. Il a été titulaire un peu à surprise et il avait joué un super match. En coupe. Est-ce que c'était contre Gand? C'était en coupe. Ouais, contre Gand. Ouais. Et là-bas, il est nul. Oui, et puis là, on fait d'abord rentrer Kanaté, mais pourquoi de Greef, c'est un des grands espoirs du club, et on voit qu'il le fait pas du tout progresser. Il le fait jouer, puis il ne le remet pas. Évidemment qu'il va être irrégulier, c'est sûr, ça fait partie d'un jeu. Et Aziz sait ce que c'est. Il a eu Compagnie jeune, il a connu le jeune Compagnie qui n'était pas, pour ceux qu'il faut quand même dire, qui n'était pas toujours brillant. C'était pas du grand. Et donc il a aussi un Tristan de Greef que le public adore, qui est un vrai joueur anderlechtois. Il voit que ces trois là derrière l'attaquant sont catastrophiques hier, et il lance pas plus vite un De Greef. Donc, et l'air de dire, je veux dire, c'est comme si, voilà, c'est la période évidemment, mais l'air de dire, on a une semaine de la fin du mercato, je vais presque montrer à mes dirigeants là dans la tribune que j'ai pas grand chose. Je pense qu'il a fait un peu de ça quand il a joué contre Saint-Gall en prépa au stage, où il fait jouer Hazard en faux neuf. Là, pour vraiment montrer, j'ai besoin d'un neuf, mais là, je pense pas que ce soit dans ce schéma-là. Mais ce que tu dis est clair, mais tu vois, quand tu vois que ton seul mec qui sort du banc, c'est Tristan de Greef, est-ce que tu peux faire la différence avec Tristan de Greef pour jouer le top 3 en Belgique? Moi, je trouve que c'est un bon joueur, et moi, je trouve que c'est aussi un joueur très underlectois, très classe. Il a quelque chose vraiment, mais il a encore beaucoup de progrès à faire pour se dire que c'est un mec, tu le sors du banc et t'es sûr que t'as. Et en mettant Kanaté, tu sais que t'as un peu un mec d'explosion, qui peut avoir un moment de magie. Ok, le dernier geste avec Kanaté est encore catastrophique pour le moment parce qu'il est encore en fait en post-formation, le gamin. Mais en fait, c'est ça. Ton banc, c'est un gamin de Nerpé de pas prêt et un gamin qui arrive tout droit d'Afrique et qui n'a pas encore la formation complète. On peut lire ça aussi, mais il y a aussi Mario Stroikens qui est quand même qui est blessé. Oui, mais voilà, chaque fois qu'il le fait entrer, c'est vraiment l'air de dire on va voir si on retrouve le grand Mario d'il y a du temps de rumeur. Quels sont vraiment les joueurs qui ont un peu progressé depuis le début de saison? Bon, De 4, c'est une évidence, mais voilà, il n'a pas besoin d'un coach. Il a relancé Cana par défaut. Cana, et il joue mieux que l'année passée. Par défaut. Il y a quand même globalement, quand Camara fait ses matchs, c'est quand même loin d'être mauvais. Ah oui, mais Camara, c'est pas une trouvaille. Ça, c'est pas de sa faute à lui. Enfin, on ne sait pas si c'est la faute de Aziz. C'est pas une trouvaille de Besnier. Non, c'est un très bon joueur. Bien sûr, Angulo, il a fait quand même passer un cap. Prenez l'Angulo d'il y a un an sous David Hubert et l'Angulo maintenant, il lui a fait passer un cap. Donc tu vois, quand on parle d'évolution individuelle, quasi tous les joueurs ont grandi. Moi, ce qui m'embête plus, c'est qu'il y a des matchs off-day complet, et ça je comprends pas comment mentalement ça peut être aussi faible. Hier justement il a attendu là-dessus, mais ça que je comprends pas, et je peux dire que ça gueule dans le vestiaire parce que Besnik est quand même un mec qui sait gueuler et qui sait motiver ses troupes, mais j'ai l'impression que même ça s'étiole au fur et à mesure parfois d'un match. Regardez la deuxième mi-temps, ils reviennent du vestiaire, hop, pressing, et ça joue comme il veut, puis après au fur et à mesure du match, ça commence à baisser, et ça c'est incompréhensible. Et à chaque fois qu'on fait ce débat, on remet cet élément, mais je pense qu'il faut le redire. En plus, Anderlecht ne joue pas en Coupe d'Europe. Anderlecht a du temps pour travailler et on ne le voit pas le week-end. Il n'y a pas de plan offensif. C'est ça que j'en reviens à ce que je dis au début. Il coach comme le cercle ou comme s'il était au cercle. C'est full liberté offensive. Voilà, devant, débrouillez-vous. Il y a du talent, débrouillez-vous. Pourtant, c'est lui qui est en charge. Là, par contre, ça, c'est sa responsabilité. C'est lui qui est en charge d'attaquant. Lucas Biglia est plus occupé avec les milieux de terrain. Et Edouard Steele s'occupe de l'organisation globale, plutôt défensive en perte de balle. Et la défense, c'est Jérémy Taravel. Donc oui, l'animation offensive, c'est vraiment Besnicazi qui la gère. Dender, ils sont venus donner une leçon justement de comment ça bougeait dans tous les sens.
c'était beau à voir, Dender. Parenthèse, c'est une une équipe qui va embêter les gens parce que maintenant que ça tourne, Dender, ça va être une équipe qui en fait. C'est une petite parenthèse. Et ça, c'est vrai qu'on dit on est de mauvaise foi, on dit ils savent même pas battre la lanterne rouge. Actuellement, c'est pas la plus mauvaise équipe. C'est une équipe top 10 facilement. Il faut le dire aussi, bravo. Qui a éliminé des grands clubs en Coupe de Belgique aussi. Voilà, donc qui jouent en rouge, je veux dire. Non, mais franchement, Dender joue bien, il faut le dire. Romain, avant de clore le chapitre Anderlecht-toi, un mot quand même sur la première de Sican, qui était très attendue. Ouais, je l'ai pas beaucoup vu, honnêtement. C'était tellement pauvre offensivement que le pauvre Sican, il a pas eu bon ballon. Il a eu un bon ballon exploitable dans la profondeur, une passe de Oscan et qui frappe bien croisé du gauche. Donc c'est un peu trop croisé, mais franchement, il prend bien le ballon, etc. Puis il est très collectif sur une autre occasion où il récupère le ballon. Est-ce que c'est parce qu'il vient d'arriver, qu'il est un peu gentil? Peut-être qu'un attaquant un peu égoïste frappe et ça rentre peut-être, mais pour le même prix, il donne un prêt à 6 parce que c'est Saliba qui se vautre. Saliba doit faire beaucoup mieux. Le mercato se termine dans une semaine, le 2 février. Un petit point, on sait que Oscan, justement, que tu évoquais, lui, il est attendu à Beşiktaş normalement dans le cadre du transfert de Tammy Abraham qui va retourner à Aston Villa. Donc voilà, Micmac Camoulox, je t'en mets un à gauche, je t'en mets un à droite et on joue à la fin au Bonto. Voilà, on m'affirme que c'est fait, mais j'étais très surpris. Je crois comme tout le monde qui joue hier, mais on m'a encore confirmé hier que le deal normalement doit se faire, mais c'est vraiment une situation très bizarre d'Oscan. Et l'objectif, c'est de récupérer un défenseur central en plus. Je pense sincèrement que c'est nécessaire, mais il y aura normalement aussi un départ. C'est ce qui est prévu en tout cas dans le budget d'Anderlecht, c'est qu'il y ait quelqu'un qui parte. Mais la grande question, c'est qui vaut de l'argent et qui le staff est prêt à laisser filer pour que c'est un impact minimum sur le jeu. Je me pose vraiment la question parce que j'ai l'impression que si on enlève un élément, ça va vraiment déséquilibrer le noyau, encore plus qu'il l'est. Ils ont qu'à vendre Besnik Azi. Ils ont déjà Edouard Steele qui est Beaucoup de questions, en tout cas, vous l'avez compris, autour de l'actualité du Sporting d'Anderlecht. Des questions qui trouveront leur réponse sur notre site internet, donc restez branchés toute la journée. Et des questions auxquelles il faudra répondre, surtout avant le Classico qui arrive la semaine prochaine. Un classico qui promet d'être très chaud. Tu parles d'Union Bruges ou de Saint-Tron-Charleroi comme classico? C'est quoi? Attention à Saint-Tron champion, ils ont été leaders à l'espace de quelques minutes samedi soir. Vincent, qui sont les responsables de la crise au Standard après cette 3e défaite d'affilée? Vincent Evrard qui parlait d'un match bascule, ça a basculé dans le mauvais sens. On disait qu'Azi n'était pas le seul responsable des problèmes d'Anderlecht. Je pense que Vincent Evrard n'est pas le seul responsable des problèmes sportifs au Standard, comme Michael l'écrivait très bien ce matin. On le salue. Forcément, et on le salue. Il a une grosse journée, je crois d'ailleurs, à Anvers. Ça part de haut de la pyramide, ou du bas, ça dépend comment on voit les choses, mais la direction, avec toujours ce projet nébuleux de rachat qui devait être idéalement ficelé l'été passé. On est quand même en février presque, et il n'y a toujours pas de fumée blanche. La direction sportive qui a beau marteler qu'il n'y a pas d'argent, alors c'est vrai que c'est pas des budgets faramineux, mais il y a quand même presque 10 millions de dépenses finalement depuis l'été passé, ce qui n'est pas mal. Et puis les joueurs gratuits qui sont arrivés, ok, il n'y a pas eu d'indemnité de transfert, mais c'est quand même des gros salaires, donc c'est quand même de l'argent dépensé. Je pense à Ilya Ritra, à Thomas Henry par exemple, Omaou qui est arrivé gratuitement mais qui a quand même un gros salaire aussi. Et puis forcément les joueurs, puisqu'ils sous-performent, ou en tout cas de manière très irrégulière. Et on peut prendre, alors peut-être on épargne Polo, mais la défense ne rassure pas. On a encore vu Dirks Otekit, l'axe défensif, c'était très compliqué. Le milieu de terrain, Thomas a essayé de prendre les choses en main, peut-être un peu trop. J'ai l'impression qu'il est arrivé un peu dangereux sur phase arrêtée. Oui, mais à part ça, voilà. Et devant, c'est le néant. Je crois que c'est la 2e ou 3e pire attaque. Et pour revenir à Thomas, je trouve que c'est un peu significatif. Il essaye d'arriver un peu avec ses gros sabots en disant je vais prendre tout en main, je vais être le dépositaire du jeu. Ça part d'une bonne intention, mais on voit qu'en fait le Thomas actuel n'est plus le même que celui qui a. Moi, ça m'avait frappé quand j'étais le voir. J'ai vu jouer à Reims quand j'étais voir Théo Leoni pour son interview, et j'étais là. C'est toujours un très beau joueur Thomas, mais il prend beaucoup de place, il a beaucoup de ballons. Et il va plus aussi vite qu'à son époque à l'Union, dans sa prise de décision. Après, il a conservé son pied gauche, ça c'est clair. On l'a vu sur phase arrêtée. Mais il doit jouer dans un fauteuil. Sur une passe, ça peut toujours. Après, c'est vrai que messieurs, rappelez-vous cet été quand on parlait de l'arrivée de Marc Wilmots, qui évoquait aussi quand il est arrivé.
l'arrivée de son fils pour des compétences informatiques. En fait, Mark Wilmot est en avance sur son temps. On est dans la traîne de 2026-2016. On est pleinement dedans avec cette équipe qui nous a construit là, Vincent. Ah oui, c'est peut-être ça. Mais non, a priori, en plus, là, le mercato est censé être entrant et normalement terminé, puisqu'il y a eu 3 joueurs qui sont arrivés, un back gauche, un milieu de terrain avec Dédi Thomas et puis Bernard Nguene, le flanc droit. Donc théoriquement, en entrant, c'est terminé. Il faut essayer de vendre. Alors officiellement, ils disent qu'il n'y a pas besoin de vendre. C'est quand même étonnant pour un club qui a besoin d'argent. Mais il y a quand même cette nécessité, selon nos infos, de vendre pour essayer de plus ou moins d'équilibrer les comptes. Le problème, c'est un peu comme Anderlecht. Quel joueur vaut de l'argent, à part éventuellement Mathieu Epolo, parce qu'il a en plus un contrat maintenant. Anderlecht, il y a un petit milieu de terrain de 17 ans qui vaut de l'argent, mais si tu le perds, t'es un peu mal, je pense. Donc, ouais, et si le Standard perd Epolo. Et pourtant, autant on a dit que c'était pas le plus grand gardien de l'histoire du Standard, c'était même pas le meilleur gardien de Pro League cette saison. Mais si là il perd des polos, on a l'impression que c'était le seul qui avait envie de se battre. C'est le seul qui était là quand Gant jouait à la fin à la baballe en essayant d'aller mettre un 5e. C'était le seul qui était encore là et il était énervé à juste titre. Sa défense, elle était perdue là. Vraiment, les mecs étaient oubliés. Ils regardaient dans les tribunes les gars qui s'en allaient. Mais à un moment ça va pas. Il y a une phase qui est une phase qui est complètement dingue. J'ai fait un arrêt sur image pour compter les joueurs. Le deuxième but du Standard, ils sont 7 Standardmen de Gand, pardon, encaissés par le Standard. Sorry, je me suis trompé. Ils sont 7 joueurs du Standard, 3 de Gand. Et Gand marque. J'étais là, mais ça avait l'air d'être un foutoir dans l'organisation. Je me suis demandé, mais comment c'est possible? Et je me suis dit, mais ça, c'est pas Evrard. Evrard, on le connaît. Il a quand même cette capacité d'organiser un groupe. Mais j'ai l'impression que les mecs sur le terrain. Moi, ici aussi, c'est un peu mon feeling sur la question de la responsabilité. J'ai quand même l'impression que la direction a mis à disposition une équipe qui peut faire mieux que ça. Il y avait probablement moyen de mieux faire et de renforcer certains postes. Mais je trouve que les joueurs. Pour moi, pour le moment, sont les fautifs numéro 1. J'épargnerai encore Evrard aussi. Il y a un énorme problème offensif. Là, on vient de parler de Thomas, je veux dire, il met des caviars, mais on abuse du mot. Mais sur le match de vendredi, comment c'est pas possible qu'il n'y ait pas un but sur les corners qui tirent sur la tête des mecs qui sont pas tenus. Et bon, je veux pas taper tout le temps sur lui, mais hélas, un Thomas Henry à nouveau a déçu. Moi, je pense qu'il y a quand même la qualité pour faire mieux, peut-être pas en attaque. Et le contexte économique, je veux bien l'entendre, et il est réel, mais à un moment, ça ne peut pas servir d'excuse non plus pour justifier certaines prestations, parce que je pense qu'ils sont quand même payés, les gars. Il y a quand même eu la situation n'est pas complètement réglée, mais c'est pas comme à l'époque 7-7-7 non plus. Donc ça, pour moi, ce serait des excuses. Ils l'utilisent peut-être pas d'ailleurs. Moi, je vois plus là les joueurs. Je cible plus les joueurs quand même. Il y a un manque de grinta pour résumer. Les joueurs pour Stéphane, Christophe beaucoup se voient trop beaux, je trouve. Soit en fait il y a ceux qui sont pas faits pour jouer au Standard parce qu'ils sont trop intimidés ou connaissent rien de l'histoire du Standard, de la façon dont on peut jouer à Sclessin, parce qu'ils sont encore pires à Sclessin qu'à l'extérieur. Et deux, il y a les joueurs qui doivent être importants et qui s'estiment trop importants, qui se voient encore trop beaux. Il y a Maritra, il se voit encore avec le niveau de Charleroi. Thomas, il se voit encore avec le niveau de l'Union. Henri, il croit encore que c'est buteur d'OHL. Casper Nielsen, pareil, c'est plus du tout le même joueur. Donc même Marlon Fossey, quand il était qui manque malgré tout, mais il faisait pas sa meilleure saison non plus. Il y en a aucun qui est vraiment dans les cadres, il y en a aucun qui est vraiment au niveau, et donc ça devient compliqué, quoi. Et Thomas, il veut déjà tout du directeur sportif. Alors. Bien sûr, il fait un peu il n'y a pas eu beaucoup d'originalité, d'inspiration dans ce mercato. Le seul où on se dit tiens, ils ont été chercher un inconnu. Qui, sur les 2 premières apparitions, quand même pas mal, c'est le Danois. Back gauche, là, Mortensen. Mortensen, je dis toujours Jürgensen, mais c'est Mortensen. Donc, où on se dit, tiens, il a l'air quand même plutôt solide, plutôt offensif, de ne pas avoir peur d'essayer des choses. Donc, bien. Mais je me dis, est-ce que c'est Jérôme Bonicel qui est quand même arrivé à un moment... qui est toujours là, qui est censé un peu trouver des... Il faut qu'on n'a pas d'argent, il faut des idées. Gauche, et là, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'idées. Pour te rejoindre, je pense que c'est un peu des refuges de prendre il a Maritra, Thomas, Henry. C'est un côté rassurant de se dire ils ont prouvé, ils connaissent le championnat, ils ont prouvé il y a 2, 3, 4, 5 ans qu'ils avaient du foot, qu'ils pouvaient être décisifs et importants pour une équipe, et donc c'est un peu de se dire je vais les prendre eux parce que de un ils sont gratuits ou presque, même s'il y a un gros salaire, et puis
ça va le faire. Ils ont quand même de la bouteille. Et moi, j'ai l'opportunité. Thomas, on est en janvier, je la prends quand même pour le Standard. Il faut voir son passif quand même depuis 1 an et demi. Oui, mais... faut pas oublier que Reims l'a envoyé en vacances, en pleine bagarre pour le maintien. Tellement il sera mieux loin du groupe. Thomas, c'est quand même un garçon, il faut le dire aussi. Beaucoup de place et c'est une mentalité particulière. Oui, écoute, je pense qu'il peut ramener un peu, piquer tout le monde au Standard. Moi, je crois que ça fera du bien. Puis sans doute, on va pas le cibler après un match et demi, Thomas, mais il veut déjà tout faire. Ça montre quand même bien qu'il sent à quel point c'est faible. Il dit, je dois tout faire. Il jouait quasiment défense centrale à la fin, tellement il devait redescendre bas. Et après, Wilmots, on peut quand même lui donner à son crédit, il connaît ce Clessin. Il s'est dit, si je vais chercher que des gamins à la Mortensen, peut-être des potentiels, des bons joueurs, il faut des gars de caractère qui connaissent un peu le truc. Et il s'est dit, il y a Maritra, Nielsen, maintenant Thomas, c'est des gars qui savent comment ça tourne. Donc on peut comprendre l'idée, mais est-ce qu'il n'a pas été trop loin ou est-ce qu'il ne s'est pas trompé sur le niveau de certains? Voilà, c'est ça le problème. Pour finir sur le Standard, la semaine s'annonce sous tension. Oui, donc on a eu qu'un joueur en zone mixte, donc lui au moins a évité le grabuge. Vous avez plein de supporters, soyez contents. Donc c'est Marco Ilamaritra qui est venu parler, le coach aussi en conférence de presse qui a été bien retardé à cause des incidents de vendredi, mais pour le reste c'est silence radio, le message a bien été passé par la direction jusqu'aux joueurs. Donc a priori il n'y aura que Vincent Evrard vendredi en conférence de presse, même pas un joueur, alors que habituellement il y a un joueur qui l'accompagne. On essaye de faire retomber un petit peu la pression, mais je pense que dimanche elle sera bien présente si le match commence et s'il arrive au bout. Espérons en tout cas qu'il aille au bout et qu'on ne revive pas ce qu'on a vécu ce vendredi soir lors de la réception de Gand. On file maintenant à l'Union. Stéphane, on se pose cette question, pourquoi l'Union gère mal ces lendemains européens avec cette stat, 9 points pris sur 21 cette année, alors que ça avait été une grande force de l'histoire récente des Bruxellois. Oui, si l'Union a fait 3 podiums également les années où ils étaient européens, en plus de la toute première année sous Mazou où ils n'étaient pas européens, c'est en partie, voire en grande partie, parce qu'ils étaient capables d'enchaîner Coupe d'Europe et championnat mieux que n'importe quelle autre équipe européenne. C'est tellement énergivore. Et finalement, c'était le défi qui était pointé du doigt cette saison. Je me souviens quand j'avais été voir Anthony Maurice en interview, quand il était en stage aux Pays-Bas avec son équipe d'Alcalèche. Et il avait dit ce sera le grand défi, c'est de gérer justement l'énergie de la Ligue des Champions. On l'a très bien fait les autres années, mais ce sera à Christian Burgess, à Kevin McAllister d'arriver à ce que tout le groupe suive ça, comme les autres années, et ça se passe mal. Finalement, alors quand même, il faut le reconnaître, le manager des calendriers n'a pas été hyper sympa avec eux, parce que sur les 7 matchs, ils ont eu 6 déplacements en post-Champions League, ce qui rend les choses un peu plus compliquées, mais quand même. C'est-à-dire que tu es à domicile en pré-Champions League aussi. Oui, tu es à domicile, c'est vrai. Ça dépend comment tu le vois. Tout à fait. Et ça montre aussi que les fameuses primes qui sont doublées de mémoire, je pense, en lendemain européen. Oui, c'est-à-dire qu'elles sont majorées en lendemain européen, mais si tu gagnes en Champions League. C'est compliqué. Ouais. C'est très technique. Christophe, c'est vrai que... Le Bayern, c'est surcoté. Mais tout ça pour dire, ça n'empêche pas que ce qu'on a vu à OHL ou ce qu'on n'a pas vu à OHL samedi, c'était nul, si tu me permets d'emprunter ton expression. Et à part le feu d'artifice et le show de son et lumière d'avant-match, c'était pas digne d'un candidat. Est-ce que l'arbitrage était nul aussi, monsieur? Moi, je trouve pas, non. C'était juste. Je comprends que ce soit évidemment quand on est louvaniste, ils ont fait un bon match, les louvanistes, ils méritaient. S'il y avait un vainqueur à désigner, c'était eux. Et c'est frustrant, évidemment, de passer si près 2 fois, mais je pense que les décisions sont logiques et on verra bien ce que Jonathan Lardon dira, mais je crois qu'il sera content de ses arbitres sur le coup. Mais je trouve, pour revenir à l'Union, ça manque un peu de bulle dans leur jeu, quoi. C'est devenu un peu une équipe du l'orangeade toute plate là, de 3 jours après. Il y a plus, ça manque un peu d'envie, et c'est ce qui caractérisait l'Union, et c'est ce qui faisait à l'Union il y avait quelques très bons joueurs à l'Union et des joueurs un peu en dessous, mais qui devenaient très bons parce qu'ils se transcendaient, ils étaient emmenés dans le groupe. Et là, on a l'impression de se dire qui va emmener le groupe. Zorgan, on a l'impression qu'il joue un peu quand il en a vraiment envie, qu'il préfère la Ligue des Champions, que c'est plus chouette à jouer, effectivement, que d'aller se taper Dundreef un samedi soir. C'est vrai, mais ça manque parfois un peu
je sais pas, d'envie, et on a l'impression de revoir, on avait déjà parlé une fois de l'Anderlecht des grandes années quand ils avaient envie de jouer avec des champions, mais que les déplacements Eusden, Zolder et compagnie, c'était donner ça aux remplaçants. Hein. Et ce sera le boulot de David Hubert pour moi, Bien sûr. d'arriver à retrouver, à repousser un peu cette énergie qui manque pour le moment. Vincent, tu les vois, justement, comment on peut faire David Hubert pour insuffler cette énergie? C'est compliqué parce que moi, je me souviens l'année passée, Bruges avait perdu, je crois, c'est 13. Bruges a perdu beaucoup de points aussi dans ce contexte-là l'année passée. 13 ou une quinzaine de points au lendemain européen. Oui. Donc on voit que c'est pas un phénomène qui concerne que l'Union. Et puis c'est relativement récent aussi pour beaucoup de joueurs. Donc voilà, mais c'était la grande force du club, c'est d'arriver aussi à le système de primes dont là, avec des champions, c'est encore. Voilà. Et finalement, on voit que la Ligue des Champions, comme c'est encore plus énergivore en termes d'attention et d'intérêt, et il y a encore un match de Ligue des Champions dans 3 jours, on n'a pas envie de se blesser contre l'Atalanta, qui reste important. Il y a une belle prime à aller chercher. Finale, que cette année, effectivement, ça les met en dedans en championnat. Après, je pense que c'est plus global aussi. On peut pas dire que l'Union. excelle ou brille dans le jeu cette saison. C'est pas comme s'ils étaient au top contre Dender et puis en Coupe d'Europe et qui la semaine d'après ils étaient vraiment down. Ça reste, je trouve, d'autant plus, un peu ronronne. Messieurs, sur ce match samedi soir, le meilleur unioniste, c'était Romain Kiel-Skerpen qui a été décisif. Ça va te faire plaisir. Non, toujours un gardien moyen. je campe sur mes positions et je ne changerai pas. C'est un dixième. Oui. Non, et je toujours en disant que c'est un gardien moyen, mais ça reste tout à fait correct. Hein. Je vais pas taper dessus gratuitement. Mais tant mieux, c'est bien qu'il prenne des points parce qu'en Champions, c'est toujours un petit peu plus difficile pour lui et je comprends d'ailleurs pas cette espèce de paradoxe. Je sais pas si tu as une explication, toi, Steph, là-dessus, sur le fait qu'en Champions, c'est toujours un petit peu, moindre. Ouais, j'en ai pas. Ça va un peu plus vite. Parce qu'il y a quand même quasi une boulette par match en Champions, si j'exagère pas. Tu lui en veux pour un début contre le Bayern sur le corner Si je dis pas de bêtises, oui, il fait une bêtise contre le Bayern. Hein. Il y a peut-être moyen de prendre, mais à 2-0, j'ai arrêté, j'ai été dormir. C'est pas une bourde, mais voilà. Non, et puis il est pas tout seul. Hein. Le marquage de Borges, je pense qu'il est en première zone est défaillant aussi. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'Union est en tête du championnat. Et finalement, on pourrait presque comprendre les unionistes de se dire c'est vrai qu'ils se battent peut-être un peu moins, ils s'arrachent moins de ce qu'on a connu. Ils sont premiers, ils voient que derrière ça traînaille et que leur plus gros concurrent au final c'est une équipe de Canaries qui joue sur un synthétique, qui dit en play-off on va les taper, pas de souci. Non, mais ça les motive pas. Si Bruges cartonnait vraiment et qu'Anderlecht était dans une bonne saison et prenait beaucoup de points, ou Genk, ou surtout qu'ils savent, ils ont encore vécu l'année passée que tout va jouer en play-off. Tu as même 6 points là, ils ont leur place assurée en play-off. Est-ce qu'ils seront deuxième, est-ce qu'ils seront troisième, est-ce qu'ils sont premiers? Ils vont peut-être se dire c'est peut-être mieux d'être troisième, ça nous rappellera des bons souvenirs. En tout cas, voilà, je peux comprendre aussi que le championnat ne les motive pas plus. Ils n'auront plus l'Europe a priori au moment des playoffs. Mais est-ce que niveau foot, on n'est pas sur une des moins bonnes saisons de l'Union depuis qu'ils sont revenus en D1? Pour moi, si. Il n'y a pas le sentiment que c'est en train là de progresser, mais allez, je laisse le crédit du printemps pour voir s'il y a une montée en puissance pour les playoffs. Et c'est vrai qu'on aura un choc finalement au sommet de convalescents entre l'Union et Bruges ce week-end. Voilà, ça nous promet un bien beau week-end en Jupiler Pro League qu'on débriefera dans le prochain épisode du décrassage dans le DH Football Club. À bientôt, salut. DH Football Club, le décrassage.